Alors, des questions tout de suite, peut-être? Non? Si, certainement. Pourquoi 51 Pégase? Est-ce qu'ils en ont observé beaucoup et c'est celle-là qui a marché? Ou est-ce qu'ils avaient une raison de choisir celle-là? Je pense que parce que c'est celle pour laquelle ils avaient le premier signal fort, en plus avec une période de 4 jours, on maîtrise relativement bien les biais sur des durées aussi courtes. Le signal 50 mètres par seconde par rapport aux 15 mètres par seconde de limite instrumentale de l'instrument, on est à 3-4 sigma, donc c'est le truc pour lequel il n'y avait absolument aucun doute. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'observer cette illumination? Pourquoi ils ont choisi celle-là? Alors là, c'est le choix du catalogue départ, il est un peu arbitraire. Ils ont choisi essentiellement les sources au départ pour la stabilité de leur spectre. C'est-à-dire qu'ils ont évité de prendre des objets éruptifs avec des interactions fortes, avec des spectres qui bougent dans tous les sens. Donc l'échantillon de départ est parti sur des objets type analogue solaire jusqu'à des types spectraux très voisins des analogues solaires avec une relative quiétude photométrique et spectroscopique. Voilà. La difficulté, c'est effectivement si votre spectre il est compliqué ou si on a des objets entourés d'une atmosphère ou d'un environnement en poussière qui gomme un certain nombre de raies. Voilà. Donc il faut avoir des objets qui soient à peu près stables, photométriquement, stables dans le temps, qui est au niveau spectroscopique un spectre compliqué pour avoir plein de raies, plein de références, et qui soit facile à observer. Est-ce qu'ils ont observé d'autres avant, sur lesquels on les trouvait? Possible, oui. Là, je suis passé rapidement sur l'observation. Bien évidemment qu'ils en ont observé plein pour lesquels il n'y avait rien, parce qu'il fallait au départ qualifier la stabilité de l'instrument. Et la première réaction d'Eddie Colo, ça il m'a raconté quand ils ont observé 51 Pégase, c'est de se dire, mince, il y a encore un biais qu'on n'a pas corrigé. Et en fait, je vais remonter au papier de la détection, il est juste là. Je vais le mettre, voilà. Ce que je n'ai pas montré ici, sur ce graphe-là, c'est que, en fait, voilà, ils ont un certain nombre d'objets qu'ils ont utilisés pour calibrer le zéro de vitesse radiale de leur instrument. Et ils en ont utilisé une cinquantaine. L'échantillon départ, c'était quelques centaines d'étoiles. Ils en ont utilisé une cinquantaine pour lequel il y avait un zéro absolu tout le temps, quelles que soient les méthodes d'observation. Donc ils utilisaient ces 50-là comme référence. Et à partir des réglages de l'instrument et de ces 50 références, ils ont observé 51 Pégase, qui est la première à avoir montré quelque chose de différent. Voilà. Ils en avaient quelques-uns dans les cartons, mais de moins bonne qualité. Et idem pour les Américains. Et dès que finalement il y en a un qui a lâché un résultat, les Américains en ont lâché une dizaine dans les 2 ans qui suivaient, quoi. Quand tu dis qu'ils proposaient d'observer des objets qui n'existaient pas, est-ce que c'est... Évidemment, c'est un peu une menterie, mais en même temps, comme tu l'as montré dans ton premier transparent, il y avait toute une gamme d'objets de très faible masse, y compris les étoiles, d'ailleurs, les naines, etc., qui intéressaient déjà les gens. Oui. C'est pas une découverte aléatoire, enfin. Non. Alors, effectivement, les objets de faible masse comme ça, ils étaient attendus, mais pas à cette distance-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de détecter des objets qui sont à des distances type Jupiter. Et là, le problème, c'est que la gravitation ne nous aide pas et les périodes orbitales sont extrêmement longues. Jupiter, c'est 11 ans de période. Si on veut avoir un mouvement complet de la vitesse radiale, c'est à 10 mètres par seconde, il faut un cycle de 11 ans. Donc 5 AU, 11 ans, 10 AU, c'est Saturne, je ne sais plus combien c'est la période de Saturne, j'ai oublié de réviser. Enfin, c'est plusieurs dizaines d'années. C'est aux alentours de 30 ans dans ces eaux-là. Là, l'instrument, il est opérationnel depuis 1994. Voilà. Mais cette technique, c'est celle qu'utilisait Berman aussi, la spectroscopie haute résolution, elle est utilisée depuis la nuit des temps. Est-ce que de nos jours, pour publier une nouvelle planète, il faut l'avoir observée par 2 méthodes indépendantes? Non. Non, heureusement, parce que les planètes qui transitent, par exemple, vous voyez que sauf pour les planètes extrêmement proches, pour lesquelles la probabilité, elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas extrêmement élevée, c'est de l'ordre de KGD de 10%, des planètes qui sont observées par 2 méthodes simultanément, c'est relativement rare. Il y en a quelques dizaines, peut-être centaines.
Non, maintenant, l'existence de ces objets, elle est relativement bien acceptée dans la communauté. La fiabilité des méthodes, elle est également acceptée. Et donc, il suffit de publier une des deux méthodes pour pouvoir le faire. Ce qui est important aussi, c'est que les méthodes ont leur observable et leur biais différents. La vitesse radiale donne la masse de l'objet, moyennant l'inclinaison du système. La méthode des transits, du fait qu'on voit le système par la tranche, permet de lever l'indétermination sur l'inclinaison du système. Donc on a une détermination précise de la masse. Et comme on a l'amplitude de l'extinction, on a également la détermination de la dimension de la planète, connaissant celle de l'étoile. Et donc on peut avoir accès à la densité. Donc finalement, l'observation multiméthode, elle permet de confirmer les caractéristiques de l'objet et même maintenant de pouvoir modéliser la structure que pourra avoir une telle planète. En particulier, c'est par ces doubles observations qu'on peut faire la distinction entre une planète géante et une planète tellurique. C'est comme ça qu'avec Kourou, on a pu confirmer la détection de la première planète assurément tellurique, c'est-à-dire avec une densité voisine de celle des silicates. Oui, comment est-ce que l'on discrimine les rayons lumineux d'une étoile par rapport à une autre qui sont... Enfin, quand les étoiles sont très proches, ça doit être... C'est une vraie difficulté. Alors là, justement, les étoiles qui sont observées, elles sont choisies également dans l'échantillon initial, en tout cas de Mayer et Queloz. Ils avaient exclu tous les systèmes multiples, donc les systèmes binaires, par exemple. Ils avaient exclu également les étoiles qui étaient dans des champs très encombrés. Là, on regarde les étoiles vraiment très proches de nous, hein, celles qui sont à quelques dizaines d'années-lumière, la toute proche banlieue. Donc, c'est des étoiles qui sont brillantes. Et dans le fond prélevé par la fibre optique, les éventuelles étoiles de fond qu'on prélèverait aussi, c'est des étoiles qui sont beaucoup plus faibles, dont l'impact sur l'observation de l'objet principal est complètement négligeable. Voilà. Donc la sélection en fait, de la contamination, elle se fait par le choix de la zone qu'on va injecter dans le spectron, le choix du champ d'observation. Oui, si on revient un peu au titre de la série de séminaires, qui commence 30 ans, oui. Vous avez répondu plutôt à la question comment on fait pour ne pas se tromper, en fait. Ah, mince. C'est comme ça. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est que sur ce que vous décrivez, en fait, l'erreur est une partie normale du processus, et que simplement, on l'accepte, et on essaye, disons, de confronter à d'autres méthodes, d'affiner les mesures, mais il n'y a pas de, disons, il n'y a pas d'erreur faite dans le processus scientifique lorsqu'une erreur est faite. Ici, c'est juste qu'il y a des hypothèses, parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses, et après elles sont confirmées ou elles ne le sont pas. Donc, alors comment est-ce qu'on peut faire pour se tromper dans ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faudrait vraiment chercher à éviter parce qu'on a utilisé une mauvaise approche, ou est-ce qu'en fait ces erreurs-là font partie du jeu, il faut les accepter? Alors, il y a... Moi, plus que d'erreurs, il y a, je dirais plutôt des biais cognitifs. C'est... Voilà. C'est moins péjoratif. Il y en a une qui consiste, ça je m'en rends compte, on l'a chez les physiciens, on s'en est rendu compte quand on a exploité la photométrie des transits. On a tendance à croire que tous les bruits à l'origine des phénomènes qui vont superposer à ce qu'on observe sont des bruits blancs. Et donc le critère classique, c'est de se dire, voilà, je vais estimer le signal, je vais estimer le bruit, et puis j'estime que ma détection elle est correcte si ce que j'observe sort à 3 sigma du bruit. Voilà. Ben, sauf que la première erreur, c'est de croire que tout est gaussien et tout est bruit blanc. Voilà. Et un critère statistique en disant la limite entre le vrai et le faux, c'est 3 sigma ou des choses comme ça, ben, ça peut être 5, 10, 15 sigma, parfois dans certains phénomènes qui sont hautement non gaussiens. Donc ça, c'est dans l'hypothèse qu'on fait au départ de l'interprétation de la qualité de l'observation. Ensuite, il y a un autre biais qui est assez présent, c'est la dimension de l'échantillon statistique sur lequel on travaille. Et ça, c'est compliqué parce que, en général, on a tendance à vouloir publier ou à annoncer les choses le plus vite possible, et donc à ne pas attendre d'avoir l'échantillon statistique quand on fait une observation qui nécessite une approche statistique, avoir un échantillon statistique suffisant. Pour des mesures, par exemple, c'est l'exemple typique de David Gray et de ses collègues. Quand ils ont fait les premières mesures de 50 Pégase, la base de temps sur laquelle ils travaillaient n'était pas suffisante pour pouvoir extraire avec une précision une information de type périodogramme. Voilà. Sans étendre trop, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur ton projet spatial Ariel? Ah oui, c'est bien, je peux faire de la pub.
L'idée maintenant, c'est que voilà, on détecte des planètes par milliers. On commence dans certains cas à les caractériser en masse et en rayons, donc à déterminer leur densité. Donc on va pouvoir commencer à attaquer une nouvelle discipline qui s'appelle l'exoplanétologie comparée, c'est-à-dire à l'instar des planètes du système solaire, voir quelles sont les différentes structures. Et l'idée finalement maintenant, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a une certaine unité dans les modèles de formation de planètes, et est-ce qu'en accumulant les cas et en regardant de manière statistique un grand nombre d'objets, on va réussir à trouver une certaine cohérence dans la manière de fabriquer des systèmes planétaires. Alors pour franchir cette étape, il va y avoir 2 missions spatiales assez majeures dans les prochaines années. La première, ça va être Plato, qui va observer pratiquement la moitié du ciel en principe, et donc recenser un certain nombre de centaines de milliers de planètes par cette méthode des transits, avec une mesure très précise à la fois du rayon de l'objet, mais également de l'âge du système planétaire, donc de caractériser les systèmes planétaires dans leur ensemble. Et ensuite, en principe 2 ans plus tard, autre mission de l'Agence spatiale européenne, mission Ariel, elle va utiliser la même technique des transits, mais cette fois-ci en observant non plus la lumière globale intégrée sur toutes les longueurs d'onde de l'étoile lors du transit, mais en faisant un spectre de cette lumière de l'étoile pour essayer de voir des variations chromatiques de la profondeur du transit. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de voir si la planète a toujours la même dimension, donc la profondeur du transit, c'est ce qui vous donne la dimension de la planète, de voir si la planète a tout le temps la même dimension à toutes les longueurs d'onde. Alors vous allez me dire, mais un peu zinzin. Vous me voyez venir aussi, si une planète a une atmosphère, vous voyez qu'à certaines longueurs d'onde où l'atmosphère va être transparente, la lumière va passer, donc la planète va paraître plus petite, puisqu'on va voir la partie sans atmosphère. Et puis dans la partie où on voit une molécule de l'atmosphère qui absorbe ce rayonnement, on verra finalement l'extinction provoquée par une étoile plus son atmosphère. Donc en regardant les variations chromatiques de la dimension de la planète lors du transit, on va être capable finalement de remonter à la composition chimique de l'atmosphère de la planète et donc faire de la spectroscopie des atmosphères. Voilà, donc c'est l'étape suivante dans la caractérisation de ces objets, toujours sans les voir, toujours en regardant l'étoile centrale. On va pouvoir essayer de caractériser la composition de l'atmosphère et donc remonter après à des informations sur, je ne vais pas dire le climat à la surface, ça c'est encore un peu compliqué, mais en tout cas remonter à des informations à l'instant T de systèmes planétaires complexes avec la composition chimique de leurs différents éléments. 2028, si tout va bien. Plato, c'est 2026, mais les collègues bossent déjà beaucoup dessus. Et 2028, voilà, en principe, la mission a été sélectionnée, donc elle est seule candidate pour M4, donc 2028. Elle sera complètement adoptée et mise en plan au niveau de l'ESA pour la réalisation, en principe, à la fin de l'année. Et donc, si tout va bien, 2021, on commence à, je ne vais pas dire à tailler des copeaux, mais presque, pour une livraison des instruments 2025, ça va très vite, et lancement 2028. Eh bien, merci à vous de m'avoir écouté.